Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Harry contre-attaque. Donc aujourd'hui, on parle de... Day6 et leur film Six Day. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à écumer les confins d'Internet puis trouver le dit film. Sur ce, lançons-nous. Donc dans la première scène, on voit que Young Kay est sur le bord d'une piscine et il rencontre un Canadien. Pas n'importe quel Canadien. Un vétéran de la guerre de Corée. Et ça sert à nous rappeler que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en conflit. Eh oui, la guerre entre les deux Corées n'est pas terminée. Et c'est pour cette raison que le service militaire est encore obligatoire en Corée du Sud pour les hommes. Mais nous, comme on a vu le film au Canada, on avait un soldat canadien, un vétéran canadien. Si vous êtes à l'extérieur du Canada ou vous l'avez vu à l'extérieur du Canada, pouvez-vous nous dire en commentaire, vous l'avez vu où de un? Et est-ce que ce vétéran était d'une autre nationalité que canadien? Et si oui, il était de quelle nationalité? Fait que merci de nous laisser savoir dans les commentaires, guys, parce qu'on se posait vraiment la question. Puis aussi, notre autre question, c'est pourquoi ça a été filmé aux États-Unis? Parce qu'on s'entend que le Day6, c'est quand même un band coréen qui est quand même apparenté à la K-pop. Donc, pourquoi pas le faire en Corée du Sud? Donc oui, comme dans K-pop Demon Hunter, le succès est représenté comme étant aux États-Unis. Oui, Day6 est un super band en Asie, mais là, pour démontrer qu'ils ont vraiment réussi, il faut que le film soit tourné aux États-Unis comme étant la représentation que les États-Unis sont le ultimate goal, le but ultime à atteindre pour les artistes. Mais dans les faits, il aurait pu tourner le film en Europe, au Royaume-Uni, au Canada, à Mexico. Pourquoi les États-Unis exactement? Mais oui, effectivement, ils auraient pu le tourner en Angleterre. Parce que, qui vient d'Angleterre, guys? Pink Floyd, les Beatles, Queens, juste ça, qui sont quand même des artistes qui ont été célébrés pour leur originalité musicale, leur talent de musicien et de vocaliste. Donc, pourquoi pas là? Ben, c'est parce que tous ces artistes-là que je viens de nommer ont éventuellement fait le saut et ont traversé l'océan pour se rendre aux États-Unis et ont eu beaucoup de succès dans leur tournée aux États-Unis. Comme de fait, ça fait en sorte que même si ces artistes-là très connus n'ont pas émergé en premier aux États-Unis, ils ont cimenté leur popularité aux États-Unis. Donc, c'est ce que Day6 cherche à faire ici, et de lier leur histoire qui part de la Corée du Sud et de l'exporter en Occident, plus précisément aux États-Unis, pour que ce soit clair dans la tête du spectateur qu'ils sont internationaux maintenant. Puis on voit aussi ce lien-là avec les scènes du film. Je me rappelle plus à quel moment exactement dans le film, mais à un certain moment, on voit qu'ils sont sur des roches et ils sont en train de tourner probablement une chanson ou whatever. Et c'est exactement le même lieu où que le chanteur Benson Boone a chanté, fait son vidéoclip de Beautiful Thing. Chanson qui était très populaire en 2024, qui a même été trendy. Donc, Day6 va se mettre en scène dans différentes situations et va, à l'occasion de ces situations-là, sortir la chanson de leur répertoire qui est la plus appropriée pour représenter ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vont faire. Sauf que même si, là, dans ce documentaire-là, on voit un peu un effet inverse, contrairement à K-pop Demon Hunters ou à Wednesday saison 2, là, c'est pas le soft power américain qui tente de prendre avantage du soft power coréen, mais bien l'inverse. Cette fois-ci, les réalisateurs de ce documentaire-là ont décidé qu'ils allaient s'appuyer sur la tradition folklorique musicale des États-Unis pour mieux renforcer la réputation de Day6 en Occident et leur réussite. Sauf que, contrairement à des K-pop Demon Hunters, le soft power coréen reste lucide sur la réalité d'être des artistes coréens, asiatiques aux États-Unis. Ça vient pas sans obstacle. Parce qu'à un moment donné, dans le film, on voit que leur guide, Dave, qui les a pourtant amenés dans un petit festival de musique où ils ont réussi à sauver la mise en performant admirablement une de leurs chansons clés, décide de leur voler leur auto pendant qu'ils sont en train de faire du buggy dans les dunes de sable. Ça, pour nous, ça se traduit par une lucidité du soft power coréen parce que ça réfère indirectement à une certaine forme de racisme. Du racisme envers les Asiatiques
et envers la diaspora coréenne, qui est quand même encore présente aux États-Unis malgré l'influence croissante du soft power coréen via la K-pop, les K-dramas, etc. Donc, ça se voit aussi parce que la personne qui leur a volé l'auto, leur guide, est un homme blanc américain. Et en plus, après, les membres de D6 tentent de faire du pouce sur une route dans le désert. Et il n'y a personne qui s'arrête. Donc, oui, ça sert le scénario, ça sert l'histoire, ça fait un obstacle, ça fait en sorte qu'il y a comme un changement, ils doivent passer par-dessus l'obstacle puis pour avoir le happy ending. Mais dans les faits, c'est aussi pour nous un signal que l'industrie coréenne est tout à fait consciente que leurs artistes vont pas nécessairement être bien traités à 100% dans chaque situation. Par exemple, Laurence me parlait il y a quelques jours des MTV Awards. Il y avait le groupe Cat Sides, que eux ils ont fait deux performances pour être exact, et là, on entendait clairement plus la foule que les idoles. Mais de l'autre côté, on a Rosé qui gagne le trophée de la chanson de l'année avec Apateux. Et la foule, oui, elle l'applaudit, l'acclame, mais ce n'est pas comparable à quand Lady Gaga gagne le trophée pour artiste de l'année. Puis vous pouvez vous dire que la raison pour laquelle il y a une différence en termes de réception du prix, c'est parce que Lady Gaga est plus populaire que Rosé. Oui, mais Apatou n'a pas été fait tout seul. Là. Rosé l'a fait avec Bruno Mars, je me souviens bien. Donc, il l'a quand même fait avec un artiste occidental américain, / Puis le fait que Lady Gaga ait gagné artiste de l'année, c'est bien, mais elle en a gagné plein, là, des prix. Tandis que Rosé, ça marque l'histoire. C'est probablement une des premières fois qu'un artiste reçoit ce genre de prix-là aux États-Unis. En fait, pour les MTV Awards, Rosé est la première coréenne à emporter la chanson de l'année. Donc, on écrit l'histoire ici. Et malgré ça, on sent que Hollywood est poli, mais c'est pas aussi important que le succès d'un de leurs artistes américains. Et donc, on voit qu'il y a une petite différence de traitement. Puis aussi, il y a une différence de traitement parce que ce que Laurence n'a pas mentionné, c'est que Cat Size, si vous connaissez un peu, d'une télé-réalité qui a été organisée par une compagnie coréenne, mais qui a recruté des étrangères, et pas juste des étrangères asiatiques, mais aussi des gens occidentaux dans ce groupe-là. Donc, est-ce que la différence de traitement entre Katsai et Rosé, c'est le fait que dans Katsai, il y a plus d'Américaines? Leur label avec qui ils font affaire, c'est un label américain qui est en collaboration avec le label coréen. Donc, la différence de traitement, selon vous, c'est quoi la raison? Est-ce que c'est parce que Rosé est un produit 100% coréen, et alors que Katsai, c'est plus du 50-50? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, ça, c'est un exemple des obstacles que les artistes sud-coréens doivent surmonter en venant aux États-Unis. C'est qu'il y a une différence de traitement et que même si on apprécie bien la pop coréenne, pas autant que la pop américaine. Puis c'est normal, c'est le produit de leur propre pays, mais donc le succès, même quand ils ont atteint le succès, ils n'ont pas encore atteint 100% le succès. En venant ici, il va quand même avoir des obstacles. Oui, il va y avoir des obstacles, mais on est consciente aussi que le fait qu'un artiste américain soit un peu plus acclamé qu'un artiste coréen, c'est parce que l'auditoire américain a grandi avec cet artiste-là et non l'artiste coréen, mais on voit que ça change. Et donc, il faut que l'artiste sud-coréen se taille une place dans le paysage américain, puis c'est exactement ce que D6 fait avec ce documentaire-là, parce qu'ils l'ont bien compris, mais ils envoient quand même le message qu'ils ne sont pas aveugles sur les enjeux raciaux, ethniques que ça entraîne aussi. D'être populaire, puis de performer aux États-Unis. Par exemple, BTS s'est fait refuser longtemps l'entrée à certains prix de musique américaine et ils ont été invités seulement pour performer. Mais ils n'étaient pas en liste. Donc, le fait que Rosé gagne ce prix-là marque un tournant pour les artistes sud-coréens qui sont maintenant un peu plus présents aux États-Unis. Et pour en revenir au film, on voit que D6 profite de cette ouverture-là pour tenter de s'intégrer dans la conscience collective de l'auditoire qui est principalement étranger ou asiatique pour renforcer leur présence dans le paysage national
/ asiatiques de leurs fans et des différents pays autour de la Corée du Sud. Sauf que c'est aussi intéressant parce que ils auraient pu aussi ne pas mettre ce segment-là. Dans le sens où, d'habitude, les idoles coréens, c'est plutôt un idéal à atteindre. C'est une image lisse. Mais comme on le dit dans K-pop Demon Hunter, c'est pas pareil aux États-Unis ou juste dans la culture occidentale en général. Un artiste peut se séparer, peut faire scandale et il va survivre à sa chute, fort probablement. Par exemple, Selena Gomez et Justin Bieber se sont séparés. Les deux ont quand même pu poursuivre leur carrière. Dans le monde de la K-pop, si un artiste, un idol est en couple, ça fait scandale. Surtout quand il est au début de sa carrière. Quand il est très bien établi, ça se fait. Donc, c'est intéressant de voir que dans le scénario, ça a été décidé que Day6 allait être mis dans une situation qui ne met pas nécessairement le groupe en valeur. Parce que cet obstacle-là n'est pas nécessaire. Et on aurait pu rester dans le chemin traditionnel de dire que le groupe n'indique aucune frustration et tout se finit bien en 3 secondes. Mais non, il y a quand même un bon bout dans ce documentaire-là où on voit les gars se faire rejeter un peu par les États-Unis. Donc, c'est intéressant, même si à la fin, c'est effectivement une fin heureuse. Tout est bien qui finit bien. La police américaine réussit à retrouver leur auto et ils récupèrent la possession de leur véhicule avant de finir leur aventure à la plage. Donc, la critique envers les États-Unis est quand même douce. Elle est très subtile parce qu'il donne quand même une belle image du système de justice américain. Et au final, il ne s'est rien passé. Ça a duré quelques heures. Au final, ce documentaire de Day6 vise à placer Day6 comme faisant partie du paysage normal de la culture pop occidentale / américaine et d'expliquer que Day6 est désormais un groupe incontournable dans la pop coréenne et dans la pop occidentale. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée. N'oubliez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour voir nos autres vidéos et de répondre à nos questions en commentaire. Ciao! Ciao!